Donc SpaceX va finalement faire son introduction en bourse le 12 juin et donc leurs finances ont été publiées. Donc on a maintenant les vrais chiffres en détail. Donc je me suis plongé dans ce magnifique document et donc on va regarder ça ensemble et on va pouvoir répondre à la question est-ce qu'il faut acheter l'action SpaceX? Donc déjà il faut savoir que SpaceX c'est plus vraiment le SpaceX initial uniquement. Enfin, ils ont maintenant 3 segments. Donc le premier segment c'est le segment Space, donc ça c'est ce qu'on imagine quand on pense à SpaceX. Donc dans ce segment ils vendent des lancements de fusées, donc pour mettre des satellites en orbite ou bien pour amener des choses ou même des astronautes dans l'ISS par exemple. Donc voilà, ça c'est le segment Space. Ensuite il y a le segment Connectivity, donc là c'est plus connu sous le nom de Starlink, donc Starlink c'est le produit. Et donc là, c'est des abonnements d'accès à Internet, quoi. Et puis, ils ont un troisième segment AI, donc, enfin intelligence artificielle. Et donc là, ils vendent l'accès à des modèles IA et aussi l'accès à l'utilisation de leur data center pour que d'autres entreprises puissent entraîner leur propre modèle IA, quoi. Donc par exemple, l'entreprise qui est derrière Cursor, ils passent par eux, Anthropic aussi, dernièrement, etc. Et un de leurs objectifs qu'ils ont, qui rassemble un peu tout ça, c'est de justement faire des satellites data centers, donc mis en orbite. Et un avantage, c'est que c'est alimenté par énergie solaire. Après, il y a aussi des désavantages, mais voilà. Donc voilà, en gros, une de leurs ambitions. Et puis l'organisation du business, les différents segments qu'ils ont. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonné de la répartition justement de qu'est-ce qui génère vraiment de l'argent. Donc on va regarder ça. Donc si on commence à regarder les chiffres, déjà au niveau du chiffre d'affaires total, donc c'est 18 milliards et 18 milliards 700 millions en 2025. Mais la répartition, c'est en dernier la partie IA 3,2 milliards. Juste au-dessus, la partie Space. Donc ça, je m'attendais à ce que la partie Space soit plus grosse, vu que c'est le segment qui existe depuis 2002, c'est le segment initial. Donc Space, c'est 4,1 milliards. Donc là, on a 3,2, ensuite 4,1. Et ce qui représente le plus gros du chiffre d'affaires, c'est la partie Connectivity, donc Starlink. Et là, ça représente 11,4 milliards de chiffre d'affaires avec 50% de croissance en 2025, alors que ça a démarré en 2020. Donc sur les 18 milliards 700 millions, t'as 11 milliards 400 millions qui viennent de la partie seulement Connectivity, donc en fait c'est ça le gros du business, c'est plus de la moitié. Donc là on a le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires de chaque segment, donc le point suivant important que je vais regarder, c'est les niveaux de marge brute, donc à la fois total et du segment Connectivity. Donc parce qu'il y a deux niveaux de marge que je regarde le niveau de marge brute et de marge du free cash flow, donc le premier et le dernier, tout en haut, tout en bas. Marge du free cash flow, c'est ce qui reste après avoir enlevé toutes les dépenses. Et marge brute, c'est quand tu as enlevé seulement les dépenses pour que le produit existe, quoi, pour pouvoir vendre le produit. Donc c'est avant d'avoir enlevé les dépenses de marketing, de vente, de recherche et développement. Et donc là on voit donc c'est le cost of revenue, donc tu prends chiffre d'affaires moins cost of revenue, et donc on voit qu'ils ont une marge brute de 50% au total. Et j'ai vu ailleurs dans le document que c'était pareil pour le segment connectivity. Voilà, ici c'est celle de Starlink, donc on a chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 et premier trimestre 2025. Avec le cost of revenue à chaque fois, donc 3 milliards 2 pour 1 milliard 6, 2 milliards 4 pour 1 milliard 2, donc voilà, 50% aussi. Et donc ça c'est des niveaux de marge brute 50% qui sont plutôt classiques, quoi. C'est pas particulièrement élevé, mais pas très bas non plus. Et après ça, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie cash flow, donc pas la partie bénéfice, puisque les bénéfices, ça répond à des règles comptables, quoi, mais ça correspond pas au vrai argent. Ce qui nous intéresse, c'est le vrai argent, donc les cash flows. Donc j'ai pas trouvé, je crois ils font pas le découpage des cash flows par segment, mais on a les détails du total. Et donc ici on a l'operating cash flow, donc tout le cash généré avant d'enlever les capex, donc avant d'enlever les dépenses d'investissement. Et donc ici on a pour l'année 2025 6 milliards 8 d'operating cash flow. Donc on va regarder après ce que ça signifie niveau valorisation. Et juste en dessous, il nous donne justement les capex. Donc pour arriver, si on fait operating cash flow moins capex, on va arriver au free cash flow. Donc ce qui nous intéresse le plus quand on investit. Alors cette fois-ci, ils font le découpage. On voit que le gros du capex, c'est de la partie IA, donc assez classique en ce moment. Mais en tout cas, le total des capex, c'est 20 milliards 7 sur l'année 20 milliards 7 sur l'année 2025. Donc ça veut dire que le montant de leur capex est supérieur au chiffre d'affaires total de l'entreprise. 20 milliards 7 contre 18 milliards 7. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on regarde par exemple Microsoft, si on prend l'année 2025, les capex, ouais, ils ont fait 65 milliards, mais c'est une entreprise qui fait presque 300 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est loin en pourcentage, ça n'a rien à voir. Alors que c'est déjà énorme. Et donc si on fait la soustraction, du coup, 6 milliards 7 moins 6 milliards 8 moins 20 milliards 7, évidemment, on a un free cash flow négatif. Donc on est à moins 14 milliards. Donc 14 milliards de pertes sur 2025.
pour un chiffre d'affaires total de 18 milliards 7, faut se rendre compte. Et en 2024, c'était 5 milliards 8 moins 11 milliards. Ouais, ils ont perdu 5 milliards 5, un truc comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc la SpaceX, il devrait entrer en bourse à une valorisation de 2000 milliards de dollars. Ah, ça va être autour de ça, 2000 milliards de dollars. Donc par rapport à leur chiffre d'affaires de 18 milliards 7, ça fait un ratio price to sales, donc prix divisé par... soit prix de l'action divisé par chiffre d'affaires par action, ou market cap divisé par chiffre d'affaires total. Ça va faire 107 fois le chiffre d'affaires. Donc 107 fois le chiffre d'affaires, il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit absolument énorme et jamais justifié en fait. Pour donner quelques exemples des référentiels d'entreprises qui sont en plus considérés comme des très bonnes entreprises. Microsoft en price to sales, là on est à 10. Voilà, on est à 10. Après si on regarde par exemple Visa, là on est à 15. Si je prends, je sais pas, par exemple Google, on est à combien? On est à voilà, 11. Donc voilà, ça vous donne un peu l'ordre de grandeur de ce qu'est un price to sales normal. En plus pour des très très bonnes entreprises, là j'ai pas sorti les pires, mais pour SpaceX on est à 107. Ah oui, et un autre référentiel intéressant, c'est Palantir. Donc Palantir qui est une entreprise très chère, surévaluée, même si c'est moins pire maintenant, elle s'est pris je pense à moins 35%. Mais ça reste quand même 130 fois le free cash flow, et en chiffre d'affaires on est à 67. Donc même Palantir, aujourd'hui c'est 67 fois le chiffre d'affaires, SpaceX c'est 107 quoi. Donc ça c'est pour le price to sales, et maintenant si on prend donc il n'y a pas de free cash flow, enfin le free cash flow est négatif, donc si on prend maintenant le prix sur operating cash flow, c'est le plus proche qu'on puisse faire, eh bien on est à 2000 milliards divisé par 6 milliards 8. Ça fait donc 294, c'est ça, 294 fois le cash flow opérationnel. Donc Palantir est à 130. Et si je reprends des exemples un peu plus classiques de bonnes entreprises, Visa c'est 28, voilà, je sais pas. MSCI par exemple c'est combien? C'est 28 aussi. Et par exemple Apple c'est du 33. Voilà, donc je rappelle, SpaceX 294, avec en plus une perte au final quand on enlève les capex, ce qui n'est pas le cas des entreprises que je viens de montrer. Donc concrètement, il y a trois choses qu'il faut bien différencier. Il faut bien différencier toujours le produit, l'entreprise et l'action. C'est trois choses totalement différentes. Quand je dis le produit, donc c'est au sens large. Donc est-ce que le produit de l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose de cool, est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire, est-ce que c'est quelque chose qui est positif dans la vie des gens au final, est-ce que leur projet est inspirant, est-ce que le fondateur est inspirant, etc. Les réponses, elles peuvent être oui à toutes ces questions-là, sans que pour autant ce soit bien côté investisseur. En fait, ça dépend qui capte la valeur. Des fois, c'est seulement le client final qui capte la valeur, des fois c'est plus l'investisseur, des fois c'est plus les employés, des fois c'est 2D3, des fois c'est 3D3. Un cas où ce serait 3D3, c'est par exemple Apple. Les clients sont très contents, les employés sont très contents et les investisseurs sont très contents. Après, tu as des cas où c'est que les clients. Par exemple, les compagnies aériennes, dans la vie de tous les jours, on est tous très contents de pouvoir prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde. Mais, point de vue investisseur, ça fait partie des pires business, puisqu'ils vendent une commodité avec des coûts très, très élevés. Donc, tu as des coûts énormes et des prix qui sont tirés vers le bas. Donc voilà, c'est typiquement ça bénéficie aux gens de la vie de tous les jours, aux consommateurs, mais pas aux investisseurs. Donc déjà il y a cette différence-là, produit et entreprise. Et donc SpaceX il rentre parfaitement dans la catégorie des produits inspirants, des produits cool, des grandes ambitions, etc. Maintenant si on se pose la question de est-ce que c'est un bon business point de vue investisseur, pour l'instant c'est flou quoi. La partie IA, pour l'instant ils vendent donc des accès à des modèles et au data center. Mais c'est un business pareil qui coûte, où il y a énormément de coûts. Les modèles c'est des commodités et les gens choisissent leur modèle en fonction du prix principalement. Il n'y a pas d'autres différenciateurs suffisamment importants. Donc le business de vente d'accès à des modèles IA c'est pas terrible puisque tu as des coûts très élevés et des revenus qui sont des prix qui sont tirés vers le bas. Après Starlink intuitivement on peut se dire que c'est bien parce que c'est de la vente d'abonnement. Mais on peut se retrouver dans la situation des télécoms où pareil les prix sont tirés vers le bas et tu as un peu des capex permanents en fait, faut entretenir, il y a les satellites en orbite, il faut peut-être les changer, etc. Donc certes ils ont des coûts plus bas parce qu'ils peuvent faire eux-mêmes les lancements moins chers avec SpaceX. Le coût d'un lancement c'est passé de milliards de dollars à quelques dizaines de millions.
Mais même, est-ce que ça suffira à en faire un bon business? Si on se retrouve dans une situation similaire aux télécoms, bah c'est pas terrible quoi. Les télécoms, ça fait partie des pires business qu'on peut imaginer, puisque aussi les prix des abonnements internet, ils sont capés quoi. Donc voilà, est-ce que SpaceX est un excellent business point de vue investisseur? Pour l'instant, je suis pas, ça paraît pas évident. Et ensuite, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, ils font plein de promesses, mais pour l'instant, ça reste des promesses. Et quand on investit, c'est mieux d'investir sur les faits plutôt que sur les promesses. Et ensuite, il reste la différence entre l'entreprise et l'action. Et donc là, ça se joue sur qu'est-ce que ça vaut comparé à qu'est-ce que ça coûte. Donc combien on te demande de payer comparé à la valeur réelle, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et combien ça coûte? Bah aujourd'hui, ça coûte 2000 milliards de dollars. Et par rapport au chiffre d'affaires que ça génère et au cash flow opérationnel que ça génère, on me demande de payer 107 fois le chiffre d'affaires et 294 fois le cash flow opérationnel. Et donc là, il n'y a pas à réfléchir très longtemps, il n'y a pas de débat possible, c'est absolument catastrophique quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça vaut pas ça. Et là, on est dans une situation où c'est pas la peine de faire des projections dans le futur, de dire si il se passe ceci, si cela, dans ce cas, peut-être que ça vaut le coup, etc. En fait, l'investissement, il faut comparer ça vraiment à des jeux comme le bridge ou le poker. Tu fais des paris dans lesquels l'espérance est en ta faveur. Il faut que les probabilités soient en ta faveur. Tu cherches pas à avoir des certitudes. Tu dois pas tu dois pas faire les paris qui vont nécessiter que tu aies de la chance. Tu vas pas prendre les scénarios. Tu vas pas te mettre dans des situations où tu as besoin d'un scénario où tout se passe bien pour gagner de l'argent. Au contraire, il faut un bon investissement, c'est un investissement où dans un scénario bof, tu gagnes quand même un peu d'argent. Et là, le problème, c'est qu'il y a des prix comme ça. Pour gagner de l'argent, il faudrait un scénario exceptionnel en fait. Il y a des niveaux où on peut essayer de faire des analyses pour se demander si est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué ou pas. Mais à partir d'un certain niveau, il faut juste se simplifier la vie et se dire à partir de là, c'est juste pas raisonnable. Et ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que là, pour faire simplement du 12% par an, donc 12% par an, donc performance un petit peu supérieure à un ETF SP500 long terme, ça veut dire que l'action SpaceX à partir d'aujourd'hui devrait doubler tous les 6 ans. Et ça en partant d'une valorisation qui est on va dire 10 fois au-dessus des standards. Et donc en fait à ce prix tu payes juste des promesses. Et en investissement, payer pour des promesses, c'est une stratégie qui est perdante à long terme. Ça peut évidemment marcher une fois, c'est évidemment les scénarios les plus captivants, les plus impressionnants, les articles parlent que de ça, mais dans la pratique, ceux qui gagnent, ceux qui gagnent à long terme et qui arrivent à le faire de manière réplicable, et que du coup nous on peut reproduire, c'est pas en faisant ça, c'est pas en pariant sur des promesses, c'est en faisant des paris dans lesquels les hypothèses sont raisonnables et dans lesquels on a les probabilités qui sont en notre faveur quoi. Et puis en plus en même temps c'est du bon sens quoi. Pourquoi si tu as une situation où ça va être dur de gagner de l'argent, quand tu pars de 107 fois le chiffre d'affaires à 2000 milliards de market cap, ça va être dur de gagner de l'argent, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Alors que tu as plein d'autres actions où ça va être beaucoup plus facile de gagner de l'argent, juste il y a moins de hype, c'est peut-être moins cool, mais ton espérance de gain est bien supérieure, et si on investit en bourse c'est pour gagner de l'argent a priori, donc voilà, autant faire plutôt ça. Donc là le 12 juin au moment de l'introduction en bourse et pendant les semaines qui suivent, il peut se passer n'importe quoi, hein. Tu peux avoir l'action qui explose ou l'action qui s'effondre, peu importe. Mais ce qui compte c'est que là, à long terme, rationnellement, ça va être très 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 compliqué de faire une performance meilleure que celle du SP500, voire même de simplement gagner de l'argent avec l'action SpaceX achetée au moment de l'introduction en bourse. Et t'as malheureusement beaucoup de particuliers qui vont encore se faire avoir et perdre leur argent quoi. Donc voilà. Et puis si tu veux suivre les détails de ma stratégie d'investissement, t'as un lien en description et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Donc dedans tu reçois les mises à jour de mon portefeuille, mes transactions en temps réel, mes analyses d'actions, mes analyses d'entreprise, donc analyse des risques, suivi des résultats, etc. Donc voilà, t'as le lien en description et à plus.